ici dans cette masterclass qui va faire un bien fou à celles et ceux qui aiment la data. Ouais, celles et ceux qui ont compris que la data nous concerne tous. Notre invité du jour, c'est un garçon passionnant. On dit de lui que la data coule dans ses veines, que ce n'est pas du sang qui coule dans ses veines, mais que c'est la data. J'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés Mick Lévy, c'est le directeur de l'innovation chez Business et Décision, c'est le groupe Orange Business Services. Tu es un acteur engagé, observateur avisé des impacts de l'intelligence artificielle. Tu conseilles de nombreuses entreprises depuis 20 ans déjà, ça donne un âge. C'est les cheveux blancs. Ce sont les cheveux blancs. Tu as sorti ton premier ouvrage il y a quelques mois déjà. Ça s'appelle « Sortez vos données du frigo ». Vous allez voir, c'est très, très intéressant. Il y a plein de choses à faire. C'est un manifeste pour l'exploitation intensive, responsable des données. C'est publié chez Duno, bravo, pour un premier ouvrage, c'est plutôt fort. On va parler ce matin de l'exploitation intensive et responsable des données de l'IA. Et pour bien démarrer, on va attaquer le sujet, une question qui frotte un tout petit peu. Le marketing a été dopé aux données tierces parties, mais au fil des différentes réglementations, et puis la baisse d'efficacité aussi des opérations, tu vois comment les choses et que doit faire le marketeur selon toi, Mick ? Alors bonjour à tous les marketeurs déjà. Bonjour à tous. Ça fait sacrément plaisir de revoir du vrai monde dans une vraie salle. Ça faisait des mois que j'enchaînais des webinars dans mon bureau. Donc c'est un véritable plaisir de retrouver du monde. Et merci tout d'abord aux organisateurs de Winbound. Et alors tu sais que c'est formidable parce qu'on a les personnes qui sont présentes ici à Rennes et puis toutes celles et tous ceux qui nous regardent en ce moment à distance. Ça c'est magique. C'est la magie. C'est la magie. Alors je reviens sur ma question là. Bon, qu'est-ce qui fait le marketeur avec toutes ces choses très compliquées ? J'ai pas perdu ta question. Tu n'as pas perdu ? Non, t'inquiète pas. Merci. Effectivement, le marketing est dans une position un peu délicate et je vois chez beaucoup de nos clients des services marketing qui se réveillent un petit peu hagards après les nouvelles obligations de la CNIL sur les cookies, après le RGPD qui est maintenant en place depuis 3 ans, et avec beaucoup de services marketing qui, en tout cas pour certains, ont beaucoup misé sur les données tierces parties. Se sont gavés de DMP, se sont gavés de publicité en ligne, se sont gavés d'appels à tous les acteurs de l'ad tech, donc toutes les boîtes tech de la publicité, et qui aujourd'hui, on se rend compte que ça va avoir de moins en moins de valeur, de moins en moins d'efficacité. C'est de plus en plus décrié aussi d'ailleurs d'un point de vue du respect de la protection des données personnelles, d'un point de vue de l'intimité, même de comment on s'exprime vis-à-vis de nos clients, c'est de moins en moins intéressant. Et donc, on se réveille un peu hagard parce qu'on se dit, oula, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Et donc, il y a un véritable enjeu pour le marketing à se réapproprier ses propres données, à créer ses propres données, à collecter des informations de manière directe, en first party. Et donc, il y a un enjeu gigantesque qui attend le marketing maintenant. On voit bien l'enjeu, mais ils n'ont pas été un peu borderline, nos marketeurs, finalement ? Alors, des marketeurs ont été borderline, effectivement, et surtout l'ad tech a été borderline. Je crois que c'est ça aussi le gros sujet, c'est toutes les boîtes qui viennent faire de la pub directement par Internet, exploiter les cookies tierces, aller récolter des données partout où on pouvait. Cambridge Analytica a révélé un scandale sur le domaine politique, mais ce scandale, on continue de le vivre tous les jours avec les ad tech sur de la manipulation finalement par l'information, et avec en plus des risques de perte de données qui sont extrêmement importants. Donc oui, il y a eu de gros abus de ces marchés-là, effectivement. Puis, bon, grand changement, tu le disais, avec la réglementation. On voit aussi des acteurs comme récemment Apple, qui a mis encore, et ça va sortir encore plus avec la nouvelle version de leur OS, des trucs un peu compliqués pour les marketeurs. C'est que la possibilité aussi pour les utilisateurs d'être un peu anonymes sur l'ouverture de leur newsletter. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, aux marketeurs ? C'est de repartir de zéro, de recommencer ou quoi ? Non, alors le point clé, c'est vraiment de se réapproprier ses propres données. C'est de se réapproprier les données clients. C'est de recréer l'intimité entre une marque et ses clients. Et cette intimité doit être directe, sans passer constamment par des tiers, comme on le fait beaucoup dans le domaine du marketing. Moi, j'ai toujours une image en tête, c'est celle du commerçant épicier des années 50 ou des années 60. Tu vois, on voit bien. Quand j'ai une conférence, j'ai l'image en noir le crayon et blanc. sur l'oreille, c'est ça ? Voilà, exactement. Mais tu avais une intimité folle entre le commerçant, au sens propre du terme commerçant, et son client, qui le connaissait, qui lui avait préparé son panier à l'avance,
qui lui disait « Tiens, j'ai reçu un nouveau produit, je suis sûr que ça va te plaire, essaye-le ». Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve, qui s'est perdu évidemment à l'ère du marketing de masse, qui s'est perdu avec les grandes surfaces, qui s'est perdu avec le numérique tel qu'on l'a connu jusque-là, et qui, si on se réapproprie nos propres données, si on recrée l'intimité directe entre la marque et le client, on va pouvoir recréer ça grâce au numérique et aux données. Donc tout l'enjeu est là. L'enjeu là. Alors toi, tu as un poste d'observation assez idéal, hein, de par tes fonctions sur business et décision. Qu'est-ce que tu as pu voir comme bonne pratique de ces marketeurs qui ont compris qu'il y avait un énorme changement? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? Qu'est-ce qu'ils font? Effectivement, j'ai la chance de rencontrer une centaine d'entreprises par an. Donc beaucoup sur différents rendez-vous et puis certaines que je conseille directement ou j'interviens directement sur des projets. Les plus avancées sont celles qui se sont dit à un moment donné, on a développé un marketing produit extrêmement fort, donc on est les champions sur nos produits, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin parce que sinon on va commencer à faire de la personnalisation produit, à multiplier les gammes, à multiplier les options, etc. Ça devient hyper compliqué côté production, ça devient hyper compliqué pour la supply chain. Donc voilà, ça c'est un peu les premières alertes des limites du marketing produit. Et donc, quand on a ressenti ces alertes, certaines ont commencé à lancer effectivement des vrais services en marketing client cette fois, en s'appuyant un peu sur les données de tierce partie, mais en cherchant beaucoup à récolter ses propres données. Donc créer les dispositifs qui vont vous permettre de récolter vos propres données. Et ensuite, à partir de ces données, effectivement, il va falloir les exploiter beaucoup pour des outils de segmentation client, pour du scoring, pour de la prédiction, pour de l'hyper-personnalisation, mais basé sur votre propres informations que vous aurez récoltées auprès de vos clients. Et donc pour ça, il faut partir assez tôt, en tout cas le plus tôt possible, et ça amène aussi derrière énormément de challenges. Je pense qu'on en reparlera autour de la qualité des données, autour du dédoublonnage ou de l'identification des différentes personnes, mais quand on parvient bien à le faire, ça amène des résultats faramineux. Ce que tu ouvres comme porte là, c'est finalement la data dans les process métiers. C'est quoi les grands enjeux et on s'y met comment pour vraiment avoir de la data de qualité, hein, tu le disais, sans qualité on ne peut rien faire. Ouais. Comment on fait pour mettre la data dans les process métiers? Alors effectivement, voilà, l'enjeu c'est de la data dans les process métiers. On peut donner quelques exemples. Des exemples typiques, c'est des moteurs de recommandation. C'est un grand classique, on entend parler depuis hyper longtemps, mais plus on aura de données précises sur le moteur de recommandation, pour alimenter le moteur de recommandation, plus celui-ci sera doué et fera des recommandations qui seront appropriées. Et c'est ainsi que chez certains clients, on constate des taux d'augmentation des ventes rebonds. Par exemple, sur un rebond d'un appel téléphonique, on a pu augmenter les ventes rebonds donc de 35% grâce à un moteur de recommandation. Autant dire que le ROI, il est trouvé là en quelques mois, en quelques petites années seulement. Et puis une fois qu'il est prouvé là derrière le plateau téléphonique, le moteur de recommandation a été utilisé sur l'ensemble des canaux. Donc sur les points de vente, donc directement aussi sur les sites web pour personnaliser les parcours clients, pour personnaliser l'expérience sur les sites web et sur les sites mobiles. Et donc on voit que peu à peu, ça vient s'imbriquer avec ce type de technologie directement dans les processus. Tu vois des différences entre les entreprises qui sont en B2B et celles qui sont en B2C? Ah oui, elles sont très fortes. Déjà en B2C, évidemment, selon les secteurs, on va voir des choses très différentes. Et avec des questions, par exemple dans le retail, comment j'amène les données directement pour transformer l'expérience en point de vente. Il y a de plus en plus de sujets aussi autour de ça. On voit par exemple dans le secteur de la cosmétique, dans les marques de luxe, ils créent de plus en plus d'applications immersives. Il y a des applications par exemple dans le secteur de la cosmétique pour à partir d'une photo évaluer quelle est ta peau et quelle est la meilleure crème à te proposer de façon très précise par exemple. Donc déjà selon les secteurs, on va avoir des choses très différentes. Et ensuite, B2B versus B2C. En B2B, l'enjeu est la connaissance d'un compte, d'une entreprise client, plutôt que d'une personne de façon détaillée, même si évidemment, on va s'intéresser au contact direct. Donc forcément, ça mène à un cadre, un angle un peu différent. Les usages ne seront pas les mêmes aussi. Les usages en B2B, on va pouvoir par exemple développer des applications qu'on appelle de lead scoring. Donc j'ai un lead, j'ai une piste commerciale. Quelles sont mes chances de gagner ce lead ? Parce qu'on sait qu'en B2B, les efforts en avant-vente peuvent être très importants. On a travaillé dans des entreprises où les efforts d'avant-vente se chiffrent en millions d'euros. Et donc, selon les chances réelles de gagner une affaire, on va s'y prendre un petit peu différemment. Donc, savoir l'évaluer très tôt, évidemment, un sujet très important qu'on a beaucoup moins fortement en B2C, par exemple.
Alors, dans le sujet de cette masterclass, c'est l'exploitation intensive et responsable des données de l'intelligence artificielle. Dans ce que tu viens de décrire, il y a une place pour l'IA ou ça reste dans les PowerPoint? Alors non, il y a une place extrêmement forte pour l'IA. L'IA est le véritable transformateur, en vérité, de tout ça. Il faut bien considérer les données en fait comme une matière première. C'est vraiment l'enjeu clé. Donc évidemment, si on n'a pas de pétrole, on ne fera rien. Mais le pétrole brut ne sert à rien. Et là, le moteur pour raffiner le pétrole et créer de la valeur, ça va être l'IA, qui est en train de se généraliser à vitesse extrêmement forte et pour laquelle il va falloir aussi prendre des précautions. Parce qu'effectivement, ça pose un nouveau challenge éthique, on en reparlera certainement, mais qui va, elle, amener beaucoup de valeur, par exemple pour ce scoring, par exemple pour de la prédiction, par exemple pour venir personnaliser un parcours client et pourquoi pas le personnaliser en temps réel en fonction de ce qu'on comprend des intentions de la personne, de son comportement sur le site web. Donc l'IA forcément va changer beaucoup de choses dans la relation client. Tu nous parlais de l'éthique. Justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'éthique et du marketing après le product place, promotion, le price. L'éthique, c'est encore un autre P du marketing, c'est ça? Ah, tu peux le rajouter comme un P, alors il faut trouver le mot en P. Je te laisse chercher. Fais appel à l'IA. Il faudra lancer Maître Capello qui n'est plus parmi nous là-dessus. C'est un des piliers du marketing, l'éthique. Alors l'éthique va devenir forcément un des piliers du marketing. J'ai pu le voir c'était une anecdote, mais qui est extrêmement parlante, un site e-commerce qui vend de l'outillage en ligne. Et pendant la crise des Gilets jaunes, ils avaient mis en place un moteur de recommandation qui, pendant la crise des Gilets jaunes, venait associer au fait d'acheter un gilet jaune le fait de proposer des projectiles. Donc des battes de baseball, c'est pas vraiment projectile, mais bon, tu vois l'idée, des battes de baseball, des boules de pétanque ou autres projectiles qui pourraient être utilisés dans les joutes qu'il y avait au moment de la crise des Gilets jaunes. Et ça a posé des questions éthiques extrêmement fortes à l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est la réalité des ventes. Ça ne pose pas de doute, c'est la réalité des ventes. On achète des gilets jaunes et en même temps, on achetait à ce moment-là des boules de pétanque et des battes de baseball. OK. Mais est-ce que nous, marketeurs, on peut quelque part promouvoir ça et encourager l'achat d'un projectile quand on fait acheter un gilet jaune? De la même manière, c'était autre anecdote qui est assez similaire. J'avais entendu une chronique sur France Inter qui avait pas mal tourné, où le journaliste s'émeuvait que quand on faisait une recherche sur le mot vaccin sur le site de la FNAC ou sur le site d'un autre libraire en ligne, peu importe, les 3 premiers livres qui correspondaient à la recherche étaient des livres qui étaient anti-vaccins, qui remettaient en question l'intérêt des vaccins. Et donc, il disait, c'est pas possible, c'est la faute de l'IA. L'IA est forcément pas éthique. Je serais allé en librairie, on m'aurait pas conseillé ça. Bon, alors tout ça est très discutable, puisque là encore, c'est juste une corrélation des ventes. Et la réalité des ventes montrait que c'était les livres les plus vendus. OK. Peut-être qu'un être humain, d'ailleurs, un vendeur, aurait proposé les mêmes livres. Parce que c'est les meilleures ventes, là aussi. Et maintenant, comment on réagit face à ça? Est-ce que c'est l'IA qui est non éthique ou pas? Est-ce que le marketing doit avoir un impact là-dessus? Parce que, encore une fois, c'est la réalité froide de la corrélation des ventes ou pas. Ça pose des questions qui questionnent nos valeurs, qui questionnent la culture et qui questionnent, in fine, l'éthique au sens philosophique du terme. Et justement, alors, tu es directeur marketing d'une enseigne de distribution, Oui. tu t'aperçois de ça. Qu'est-ce que tu fais? Comment il faut que tu t'y prennes? Qu'est-ce que tu dis à tes équipes? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai pas la réponse à tout. Hein. Je vais peut-être te décevoir, mais j'ai pas la réponse à tout. Je crois que chaque entreprise devra vraiment l'évaluer et déjà anticiper ses questions, et encore une fois, en fonction de ses valeurs propres. Ensuite, il y a la manière dont on va formuler les choses. On revient sur tous les sujets du X, finalement. Est-ce que c'est vous avez aimé acheter un gilet jaune, vous adorerez acheter des boules de pétanque? Ou est-ce que c'est dit plus froidement, ceux qui ont acheté le gilet jaune ont aussi acheté des boules de pétanque? Déjà, ça donne un angle incitatoire tout à fait différent. Et puis ensuite, c'est aussi le fait que dès qu'on développe des IA, c'est de garder la possibilité que l'humain reprenne la main dessus. Et donc, on ajoute une exception. Il y a un gilet jaune qui est acheté, ok, je ne propose aucun autre produit, ou alors je propose des produits d'éclairage vélo avec le gilet jaune par exemple, et je le force manuellement, quand bien même l'IA a raison, c'est effectivement la boule de pétanque qui sera mieux vendue. Donc il faut à la fois s'interroger sur ses propres valeurs et prendre des décisions en fonction de ça, sur la manière dont on va présenter les choses et jusqu'où va aller l'IA. Et puis aussi, du coup, garder la possibilité de reprendre la main parce que l'IA peut toujours déraper, parce qu'il y a toujours des cas qu'on n'aura pas prévus en IA forcément qui vont se produire.
Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour détecter justement, enfin, quels sont les outils, les indicateurs que tu dois mettre en place pour détecter ce type de peut-être de biais. Je ne sais pas si le terme est juste. Tu fais quoi en tant que directeur marketing? Tu t'équipes comment? Alors tu t'équipes comment? Il y a tous les enjeux du suivi dans tous les cas, de l'efficacité du marketing, qui est un enjeu clé. Donc on peut se poser des questions sur tous les KPI qu'il y a dans le marketing. Et il va falloir en ajouter aussi sur ces sujets-là finalement. Il va falloir aussi surveiller ces sujets-là. Et quand on fait appel à des data scientists qui mettent en place ces algorithmes-là, un data scientist professionnel mettra forcément en place aussi ce qu'on appelle de l'observabilité. Donc c'est un audit en continu du comportement de l'IA une fois en production. Donc il y a des outils pour ce faire, il y a des pratiques pour le faire, et qui vont permettre de détecter très très vite des dérives qui pourraient se produire. Et les exemples sont déjà nombreux en fait, parce qu'on se dit le sujet de l'éthique de l'IA, c'est réservé à Google, c'est réservé au monde de la santé. Mais en fait, absolument pas. Vous voyez que dans cet exemple-là, c'est un simple service marketing d'un site e-commerce, comme il y en a des milliers. On peut aussi le ramener dans les secteurs financiers. L'octroi d'un crédit ou pas va poser des questions purement éthiques. Et le fait d'amener des billets, on a montré que certaines IA octroyaient des crédits plus importants aux hommes qu'aux femmes, par exemple. L'utilisation de photos, la capacité de la personne à se prendre en photo et ensuite une reconnaissance faciale pour qu'elle accède à certains services, c'est pareil, ça pose énormément de biais. Donc c'est des sujets qui vont être plus ou moins graves. On ne va pas intenter à la vie humaine, encore qu'en proposant une boule de pétanque avec un gilet jaune, si, quasiment. Mais à chaque vente, on ne va peut-être pas intenter à la vie humaine, mais quand même, on voit que les questions d'éthique vont se poser très très vite et doivent se poser aussi dans les services marketing. C'est ça qui est marquant. Tu as parlé tout à l'heure des data scientists, donc les data scientists d'un côté, les équipes marketing de l'autre. Un directeur marketing, il doit comprendre ce que fait le data scientist, il doit pouvoir le challenger aussi sur ce qu'il a fait. Au sens algorithmique du terme, je lui conseille de se lever tôt le matin. Non. C'est ce que tu as fait ce matin d'ailleurs. Moi, je me suis levé tôt, parce que je viens d'un peu plus loin, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, non, cherchons pas, chacun doit avoir son métier. Maintenant, il est clair que le marketing doit absolument se saisir de la question de la data, doit beaucoup mieux l'apprivoiser, et donc embaucher dans ses rangs à minima des data analystes, pourquoi pas des citizen data scientists, donc ces data scientists qui vont être répartis directement dans les métiers et qui vont allier à leur savoir-faire algorithmique une très forte connaissance métier. Pourquoi pas avec des data scientists, s'il y a beaucoup d'algorithmes à mettre en route, si on veut utiliser de plus en plus de l'IA, on va peut-être arriver à ça à terme. Maintenant, chacun son métier. Il faut que le marketing s'y intéresse, veuille comprendre les enjeux de la data. Maintenant, le data scientist, c'est pénible de parler avec eux parfois, enfin certains. En même temps, ils sont très créatifs, moi je trouve. Ils aiment les maths et ils sont créatifs, les data scientists. Ils ont une créativité mathématique. Ouais. Enfin, c'est eux qui trouvent quand même des pépites aussi. Justement, dans ton rôle, qu'est-ce que tu as observé comme peut-être changement dans les organisations, puisque les data scientists sont plutôt dans des équipes IT ou digitales. Ils intègrent les marketeurs, ils travaillent en bonne intelligence, il y a de l'agilité. Ça se passe comment? Qu'est-ce que tu vois comme modification dans la façon dont l'entreprise s'organise? Alors, les questions d'organisation autour de la data sont hyper complexes et il n'y a pas encore de recette unique. Ce qui est sûr, c'est que le point clé, c'est qu'il faut déjà faire un tournant pour toute l'entreprise qui est de considérer la data comme un véritable actif et comme un actif à part entière. Si on la considère comme un actif en part entière, on va faire comme tous les autres actifs de l'entreprise et on fera trois choses. On mettra en place une organisation dédiée avec un Chief Data Officer ou autre. On va mettre en place des technologies, le système d'information data-centrique, les outils de data science, les outils qui permettent de collecter les données, qui permettent de personnaliser en temps réel aussi à partir des datas. Et puis on va mettre en place des processus, tous les processus de gouvernance. Maintenant, il n'y a pas d'organisation et de schéma unique. Ce qui revient très souvent et qui semble quand même bien fonctionner, c'est d'avoir un centre d'excellence autour de la data science qui soit centralisé pour l'ensemble de l'entreprise, donc plutôt rattaché au Chief Data Officer par exemple, et des data analysts ou des citizen data scientists qui sont répartis dans toute l'entreprise et qui vont former un maillage sur lequel les data scientists vont aussi pouvoir s'appuyer pour venir apporter de l'expertise. En gros, on dit qu'en rythme de croisière, on va avoir certainement 5 data analystes pour un data scientist à l'échelle de l'entreprise. Donc on voit que l'enjeu, c'est véritablement aussi un enjeu de transformation dans les métiers, puisque les data analystes sont dans les métiers directement. Donc il y a un véritable enjeu de transformation, encore une fois, d'appropriation des sujets de la data par les métiers. C'est comme ça qu'on apportera de la valeur.
Ça veut dire qu'il y a un énorme enjeu aussi d'acculturation des équipes métiers à la data. Et ça, ils s'y prennent comment, généralement? Alors l'enjeu est gigantesque. Pour moi, c'est un des 5 grands axes de la stratégie data, celui de l'acculturation. Il y a plein de choses différentes à faire. Je vous invite à offrir mon livre à tous vos collaborateurs. Je ne sais pas si on pourra le mettre sur l'écran. À écouter les multiples interventions de PPC qu'on fait parfois ensemble. Merci. Et les entreprises les plus avancées, que tu connais bien notamment, lancent des sujets d'acculturation qui sont extrêmement larges. On travaille aujourd'hui sur la mise en place de cursus qui vont toucher toute l'entreprise. Et une grande entreprise qu'on connaît tous les deux très bien est en train de déployer un cursus qui va toucher jusqu'à 40 000 collaborateurs de l'entreprise autour des sujets de la data. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a un changement de culture qui a opéré avec la data, il y a un changement d'organisation qui va arriver aussi. Et ce changement de culture, il concerne tout le monde, jusqu'à la personne qui est dans une agence, sur un point de vente, qui récolte des données clients et qui ne comprend toujours pas pourquoi le champ de date de naissance, il ne faut pas le laisser au 1er janvier 1981, parce que c'est la date par défaut, ou qui ne comprend toujours pas pourquoi il faut changer la CSP ou la profession qui est par défaut agriculteur. Donc, si vous regardez dans vos bases de données, vous avez certainement une proportion beaucoup trop forte d'agriculteurs. C'est parce que c'est souvent le champ par défaut. Et que voilà, donc il y a de la sensibilisation à faire à tous les niveaux de l'entreprise, et en montrant que ça va apporter de la valeur et que chacun est un des maillons de la chaîne, puisque la data, c'est comme le sang dans notre corps. On en a partout, on ne le réalise pas. Je ne sais pas s'il est très utile en soi, directement, mais sans lui, rien ne fonctionnerait, quoi. Quand je vous disais que ce n'est pas du sang qui coule dans ses veines, mais c'est de la data, on y est bien. Je confuse. Ouais. Avant de prendre les premières questions de celles et ceux qui sont présents avec nous ici sur scène, et je vois déjà Vincent qui a levé la main pour sa première question, j'aimerais revenir vers toi sur un sujet que tu as commencé à effleurer. On parlait des métriques, de la façon de mesurer. C'est quoi les bonnes mesures des opérations marketing au-delà des vanity metrics, parce que très souvent ça occulte beaucoup de choses. On a eu tant de vues sur YouTube, bon, et qu'est-ce qu'on fait? Et ça amène pas de business directement. Ouais, c'est bizarre. Donc le sujet de la mesure marketing devient essentiel, et quand on parle d'un marketing data-driven, évidemment, c'est un marketing qui exploite beaucoup les données pour différentes initiatives comme celles qu'on a expliquées, les différents cas d'usage, mais c'est aussi un marketing qui se mesure constamment. Il me semble que la mesure clé là-dedans, pour beaucoup de clients, en tout cas, c'est le NPS, le Net Promoter Score. Le Net Promoter Score englobe énormément de choses. Pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas, ça marche comment le Net Promoter Score? Alors, le Net Promoter Score, c'est une note généralement de 0 à 10. Ça correspond aux notes qu'on n'arrête pas de mettre quand on prend un Uber, quand on va dans un resto, etc. Et la question qui est posée, c'est quoi? Et la question qui est posée, c'est est-ce que vous êtes prêt à recommander le service à un de vos collègues, un de vos amis ou autre. Et donc, les promoteurs sont ceux qui ont une note entre 8 et 10, qui mettent une note entre 8 et 10, et c'est ceux-là qu'il faut chercher à viser, et donc constamment à améliorer ce score de NPS. Sauf que dans le NPS, il y a évidemment énormément de notions qui entrent en ligne de compte. Et ce qu'on va chercher à mesurer, c'est quel est l'apport des initiatives qu'on aura fait par la data, qu'on aura fait par de la personnalisation, et qui viennent améliorer ce score-là aussi. Donc il y a beaucoup d'éléments à développer autour de ça. Bien sûr aussi tous les KPI autour des taux de conversion, autour des campagnes, autour des taux d'ouverture, si on parle de campagne mail, reste toujours important. Mais il y a beaucoup de KPI à développer. Il y a une autre approche qui est intéressante aussi. Chez certains clients, on avait un client qui n'y comprenait plus rien finalement au véritable driver de la performance commerciale. Il disait ça n'arrive à personne, hein. Ça ne arrive pas du tout, non, c'est personne, non, d'accord. Personne, je vais vous donner un exemple, mais que certains connaissent. C'est de la pure science-fiction, c'est ça? C'est ça, on enferme le service marketing, le service commercial, tous les directeurs commerciaux, c'était le cas, hein, tous les trimestres pour une revue d'indicateurs, 200 indicateurs, 50 tableaux de bord environ, hein. Et puis on ressort de là, mais au final, pourquoi tel point de vente, il a si bien marché cette année? Je comprends pas. Et pourquoi celui-là, il devait marcher celui-là, il n'a pas marché cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, on a beaucoup de mal à y voir clair. Et là, la data science peut aussi aider. Donc, finalement, on va mettre en place une étude en data science qui va analyser l'ensemble des indicateurs. Et chez un client, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas 200 indicateurs à suivre, mais qu'il y en avait 8. Uniquement 8. Juste 8. 8. Donc, c'est quoi? C'est 8 indicateurs composites qui, par corrélation, amènent tous les autres.
Mais déjà, c'est hyper intéressant parce qu'avec 8 indicateurs, on arrive à beaucoup mieux comprendre qu'est-ce qui drive réellement le business, qu'est-ce qui drive réellement la performance. Et en plus, ensuite, ça peut nourrir des cas d'usage, de prédiction du chiffre d'affaires à venir, par exemple. Alors, je ne vais pas te demander les 8, mais tu peux peut-être nous faire un cadeau, au moins nous en donner 3 ou 4. On peut en donner 3 ou 4. Alors, les 8 indicateurs, encore une fois, sont composites et sont très, très propres, pour le coup, à l'activité du client en question. Il y en avait un qui comptait énormément, c'était l'élasticité des prix. Alors forcément, évidemment, le pricing est un sujet clé, mais l'élasticité des prix comptait énormément. Il y avait aussi un indicateur qui revenait de manière globale sur toute l'efficacité des campagnes marketing, que c'était des campagnes chaudes, froides ou autres. On en avait une visibilité globale et sur le nombre de campagnes qui étaient effectuées autour de chacun des points de vente. Et puis il y avait un indicateur aussi qui était global autour de la qualité de service et qui là venait recueillir beaucoup de choses autour de cette qualité de service. Donc finalement, on cherche quand même à mettre en place un cockpit avec d'abord une vision très très haute et puis ensuite une capacité de zoomer. Mais c'est intéressant de recourir à la data science pour voir les corrélations entre les différents indicateurs qu'on va vouloir suivre. Tu nous parlais tout à l'heure du NPS, la mesure du Net Promoter Score côté client. On parle aussi souvent de symétrie des attentions avec le NPS côté collaborateur. Ça fait partie de ces indicateurs un peu clés dont tu parlais dans les 8, ce genre d'indicateurs? Oui, on y revient puisqu'il y avait un indicateur global de satisfaction autour du service. Donc c'était très très proche du NPS. Il était dedans. On va prendre la première question et c'est Vincent, ici présent avec nous à Rennes en ce moment. C'est du direct qui nous pose cette question. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous m'entendez? C'est bon. Très bien. Vincent Caltabellota, je suis auteur conférencier sur l'entreprise du futur et je dirige une start-up qui s'appelle YouMonkeys. J'ai une question qui m'anime assez régulièrement. Quand on parle de data et d'IA, c'est quid des modèles prédictifs dans la vente? Quelle est votre vision là-dessus? Est-ce qu'on avance? Est-ce que demain, on saurait vraiment savoir qui va acheter, quand on va acheter, ce qu'il va acheter, pourquoi il va acheter, combien il va acheter? J'espère que non. Hein. je vais donner ma conviction profonde. Hein. J'espère qu'on ne le saura pas à ce niveau de détail-là. Par contre, avoir des outils qui vont quand même nous aider à mieux vendre, avoir des outils d'assistant à la vente, ça oui, on va en avoir qui vont être de plus précis, de plus en plus efficaces, effectivement. Et il y en a déjà beaucoup. C'est l'exemple du moteur de recommandation que je donnais tout à l'heure. C'était amusant ce moteur de recommandation hein, parce que c'était pour un service financier où il voulait transformer chaque appel téléphonique en un contact potentiellement commercial. Les appels téléphoniques dans les services financiers, c'est généralement pour se plaindre ou pour un problème administratif. Donc là, on voulait essayer de transformer chaque appel. Alors, on n'a pas réussi à transformer chaque appel, évidemment, mais on a quand même augmenté par cette prédiction des ventes, par de l'appétence, de la détection d'appétence à des produits, on a quand même monté le taux de vente rebond de 35%, ce qui est un score assez phénoménal. Un autre exemple aussi qui me marque beaucoup, c'est sur l'efficacité des différents points de vente, parce qu'on peut le ramener à la vente à chaque client, mais on peut aussi le voir sur les points de vente en eux-mêmes. On a réalisé des applications de prédiction du potentiel de chacun des points de vente, une prédiction finalement du chiffre d'affaires de chacun des points de vente, d'une enseigne qui avait 1 millier de points de vente en France environ. Le data scientist fait un super algorithme, il arrive à prédire le chiffre d'affaires de chacun des points de vente avec plus de 90% de fiabilité. C'est énorme, c'est gigantesque. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande saisonnalité, parce qu'on avait beaucoup de données, parce qu'on avait croisé aussi les données internes, l'ensemble des tickets de caisse avec des données externes. Donc la dynamique de chacune des zones de chalandise, de la météo, voilà, et tout un tas d'autres informations comme ça. Et puis on se rend compte en cours de route que l'enseigne nous a dit « Prenez notre plus gros point de vente de France, c'est le meilleur, il fait une super performance, il faut qu'ils soient tous comme lui. » Mais on se rend compte que tout était au rouge. Et on fait tourner l'algorithme prédictif en se disant « Tiens, si tous les indicateurs étaient au vert, je reviens, l'élasticité des prix, on améliore la satisfaction client, on fait des investissements sur le point de vente, qu'est-ce que ça donnerait ?» L'algorithme montre que le chiffre d'affaires pourrait doubler sur le plus gros point de vente de France. On leur montre ça, on leur remet sous le nez les indicateurs qui sont au rouge, ceux qui sont, etc. Ils construisent un plan d'action, ils ferment le point de vente, gros travaux, le point de vente réouvre. Quelques mois plus tard, le chiffre d'affaires a effectivement doublé. Et pourquoi? Parce que juste, on est aveugle dans notre pilotage commercial. Toutes les entreprises, y compris la mienne, je vous le confesse, chez Business et Décision,
pilotent leur force commerciale comment? Avec une comparaison par rapport à l'année dernière et avec des objectifs de vente qui sont fixés en fonction d'une négo. Résultat des courses, si d'année en année on a une mauvaise performance, on ne le verra juste jamais, puisque chaque année on négocie la performance de l'année dernière, plus ou moins 3%, je caricature un peu, mais globalement c'est ça. Et là, on a d'un seul coup un révélateur d'un potentiel qui est beaucoup, beaucoup plus fort. Donc là, je t'ai pris les deux facettes de la pièce, la prédiction des ventes pour chacun des clients, avec j'espère qu'on ne sera jamais parfait, mais on peut toujours améliorer pour chercher à proposer la meilleure expérience au client, il faut le voir comme ça. Et de l'autre côté, une prédiction du potentiel pour chaque entreprise, pour ensuite dresser un plan d'action et être plus efficace dans ses ventes. Ça veut dire qu'il y a deux bonnes nouvelles. Comme il y a la première, c'est que on travaille trop souvent avec un premier biais, c'est de repartir sur l'histoire. Et la deuxième, finalement, c'est ce que Jack Welch avait dit, le marché est plus grand que nos rêves. C'est clair. C'est un peu ça. C'est clair. En tout cas, le marché, on peut toujours l'agrandir en servant des bons outils, en ayant les bons produits, évidemment, aussi. Alors, je regarde avec la lumière. Il y a peut-être une deuxième question ici. Oui, les mains se lèvent. C'est une battle, c'est une véritable battle. Je crois que c'est Stéphane. On peut baisser le masque pour la question, sinon on ne va pas bien t'entendre. Ouais, on se bat entre Stéphane, donc on va faire un combo. Moi, j'avais juste une question. Donc, Stéphane Truffet, quelle est la corrélation entre la data et l'inbound marketing? Tu disais au début qu'il y avait pas mal d'abus du marché du domaine du ad tech. Donc, est-ce que l'inbound marketing est finalement la meilleure des méthodologies pour capter de la data et de la bonne data? Ouais, et puis peut-être qu'on fait le combo. Je passe le... Non, une après l'autre. Allez, on prendra Stéphane tout à l'heure. Merci. On prendra la question de Stéphane juste après. Vas-y, Mick. Alors, l'inbound, effectivement, ça va être hyper intéressant parce que ça va nous ramener des données. Et de même que ça nous ramène des personnes qui viennent à nous sans qu'on ait eu à s'adresser directement à elles, donc c'est extrêmement précieux. Au passage, ça va nous ramener des données. D'où provient la personne, sur quoi elle a cliqué pour arriver sur notre site, à quoi elle s'intéresse, quel a été son comportement sur notre site. Tout ça, c'est des données first party. C'est nous qui sommes en train de les acquérir. Donc ça va être extrêmement riche. On sait aussi que la conversion, même en inbound et même avec des choses très efficaces, ne se fait pas du premier coup. La pub télé, on dit souvent qu'il faut la voir 8 fois avant qu'elle commence un peu à nous toucher. En inbound, on sait très bien que c'est un peu pareil. Donc, à chaque étape du parcours de conversion, à chaque fois qu'on va toucher la personne, on va collecter des données. Et ces données, on va ensuite s'en servir pour améliorer l'étape suivante, pour améliorer le step suivant dans tout notre funnel de vente et sur tout le volet inbound. Donc ça va être extrêmement précieux. Et puis ces données, on va aussi pouvoir capitaliser ensuite pour les prochaines ventes, pour réveiller notre client un peu plus tard, ou pourquoi pas pour faire du lead scoring, notamment dans le domaine B2B dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a une corrélation très très forte sur l'inbound, à la fois pour récolter des informations provenant des différents dispositifs, et en même temps pour rendre les steps suivants plus efficaces grâce à la data, grâce à cette exploitation par l'IA aussi. Merci beaucoup. Je vais passer le micro au deuxième Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane C. Bonjour Stéphane. Stéphane Coulot de Webmécanique. Ma question, c'est il y a quelques années, j'avais vu une démo assez formidable d'une boîte qui s'appelle Allomedia qui traite la voix pour les call centers, notamment dans banque assurance. Leur cas était l'assurance et où ils traitaient en fait avec le marketing automation post premier appel qui traitait un sujet, tous les sujets secondaires qui avaient été abordés pendant l'appel et qui permettaient d'automatiser et permettaient d'ailleurs de faire du cross-selling, de l'upselling, de l'upselling, etc. Je voudrais savoir, quelques années après, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui s'est démocratisé dans les call centers, chez les assureurs ou dans d'autres domaines, peut-être retail ou autre? Alors, merci de la question, parce que c'est vrai que j'ai énormément parlé de données, on va dire, structurées, finalement, autour des données de vente, autour des données clients qu'on récolte sur les sites web, etc. Et c'est très juste. On va de plus en plus pouvoir exploiter ces données dites non structurées, les données de voix, les données de texte, pourquoi pas des images, du son, de la vidéo, etc., etc. Alors c'est vrai que ça fait des années qu'on en parle et c'est vrai que ce n'est pas encore aussi démocratisé que ce qu'on pouvait l'attendre, mais on le sait bien, quand on est dans le monde de la tech, on parle toujours, il y a un effet waouh à un moment donné où ça explose et puis ça met toujours 5-10 ans en réalité, hein, soyons honnêtes entre nous un petit peu, à se démocratiser, à généraliser, à être aussi très très efficace. Donc là, on en est quand même au balbutiement de la chose. Si on parle même de technologies encore un peu plus simples, les chatbots, ça ne donne pas toujours grande satisfaction, il faut se le dire, alors que c'est quand même déjà beaucoup plus simple qu'un voice bot.
Néanmoins, les voice bots, on commence à en voir, et je pense que ça fait clairement partie du futur des applications qui vont venir de plus en plus. On en voit déjà sur des choses simples pour correctement orienter les appels vers le bon conseiller. On en voit aussi pour évaluer la satisfaction client très rapidement. On en voit pour évaluer à froid quels sont peut-être les sujets sur l'ensemble des appels qu'on pourrait améliorer, soit en termes de satisfaction, soit en termes de tendance, soit en termes de prendre de l'avance sur les demandes. Et puis sur un mode beaucoup plus proactif comme celui que tu dis, c'est-à-dire on réagit quasi en temps réel sur des demandes secondaires qui auraient été mal entendues mais quand même formulées par le client. Moi, j'en connais pas encore, mais ça va finir par arriver, c'est sûr, dans les années qui viennent. Magnifique. Alors, tiens, moi j'ai une question, il nous reste encore quelques minutes avant la fin de cette masterclass. Ça passe vite quand même. Quand on est heureux, c'est toujours pareil, le temps passe vite. Je voudrais que tu nous fasses un exercice pas simple. On se fait un peu de prospective à 2, 3, 4, 5 ans. Comment tu reconnais un marketeur dès aujourd'hui qui va gagner avec la data dans 2, 3, 4, 5 ans? C'est quoi les caractéristiques? Alors un marketeur qui va gagner dans 2, 3, 4, 5 ans est à mon avis un marketeur qui gagne déjà aujourd'hui. Déjà. Ah bon? C'est-à-dire que malgré tout, dès qu'on s'y met, il y a quand même un gain assez rapide à trouver sur l'exploitation de ses propres données. Donc un marketeur qui aura gagné dans 2, 3, 4, 5 ans, c'est un marketeur qui sera hyper sérieux sur la qualité de données de clients, parce que ça reste quand même un challenge du quotidien et c'est une course de fond, qui sera hyper sérieux sur la reconnaissance de ses clients, quels que soient les canaux, quelles que soient les marques, quelle que soit la provenance du client, on va savoir toujours correctement l'identifier, qui aura été hyper sérieux sur GDPR et même qui aura continué de prendre de l'avance. On voit bien que les marques, excusez-moi, mais sont poussées au cul par la réglementation. Combien sont mises en réglementation sur les cookies le 31 mars à minuit, quoi. C'est quand même incroyable. Donc prenons de l'avance là-dessus, prenons de l'avance aussi sur les sujets éthiques, parce que y a une pensée où on croit qu'en fait on perd à chaque fois qu'on ajoute du consentement et autres, et en fait toutes les études montrent qu'on gagne parce qu'on a un engagement beaucoup plus fort, parce qu'on a des clients qui sont beaucoup plus impactés par les messages de la marque, parce qu'on a des clients qui ont envie, parce qu'elles sont en confiance avec les marques. Donc je crois qu'il faut vraiment changer les vanity metrics, comme tu le disais. Alors certes, on aura moins de visiteurs mesurés ou autres, certainement, mais ça c'est de la vanity metrics. Et revenir sur les vrais métriques qui montrent de la valeur, et cette valeur, elle est prouvée dès qu'on s'intéresse directement aux données clients. Donc si je t'entends, engagement, confiance, ça c'est des bons métriques. Je crois. À avoir. Le mot de la fin, il reste quelques secondes, une poignée de secondes comme on dit. Tu sais, on est gourmand ici, on a envie d'avoir un super net promoter score, c'est-à-dire que vous puissiez partager aussi ce live avec des personnes qui comptent pour vous. Allez, ce que tu nous as pas dit, tu n'as pas un cadeau à donner à celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui et qui nous regardent? Un cadeau, le cadeau de Mick. Un petit cadeau. Un beau cadeau. Pourquoi un petit? Un beau cadeau. Un beau cadeau. Alors écoute, j'ai un de mes messages préférés en ce moment que je partage beaucoup quand j'interviens, c'est de parler des 3 vitesses de l'IA et des 3 vitesses de la data. La première vitesse, c'est celle qui correspond au rétroviseur qu'on a tous mis en place. C'est quand on fait de la BI, c'est quand on fait du reporting. Ça donne un constat de ce qui s'est passé avant. Super. On en a besoin, on va continuer à le faire. Mais il faut passer aux 2 vitesses suivantes. La deuxième, c'est celle de l'analytics, que vous allez pouvoir développer effectivement avec des data analysts chez vous, par exemple. C'est quand on vient placer la valise sur la valise électronique dans la voiture pour faire des diagnostics, comprendre en profondeur ce qui s'est passé, comprendre en profondeur nos clients. Et la 3e vitesse, celle sur laquelle vous allez le plus gagner, c'est quand on met de l'IA en temps réel, directement dans les processus métiers, directement là où on vend, là où il y a du contact client, là où c'est chaud. Et donc, il faut vraiment commencer à prendre conscience de ces 3 vitesses et chercher à aller le plus vite possible vers la 3e, parce que c'est là qu'on va le plus créer de la valeur, évidemment. Mille merci pour ce beau cadeau. Merci, Mick. Merci à vous tous d'avoir participé à cette masterclass. IMF 2021 continue. On compte sur vous pour aller faire un tour sur le programme. Vous allez voir, il y a des contenus, c'est riche, il y a plein de choses à apprendre. Soyez gourmands, servez-vous, profitez-en. C'est sur le site web et à très vite pour une prochaine masterclass. Merci à vous. Merci. Merci. Merci à tous. Au revoir.